Littéralement, l'empreinte de la cité, c'est l'image que la cité fait frapper sur un flanc, une pastille de métal précieux, pour en faire sa monnaie. Et comme le dit un passage d'un décret de Sestos, que je vous ai mis en bas de cette image, nomite eistai to tenpoleos caractera. Mais sensible à l'empreinte qu'a imprimée en moi l'œuvre de Jacqueline de Romilly, en particulier ses travaux sur Thucydide, qu'un jeune historien a découvert avec passion, je voudrais élargir le concept et étudier comment la cité grecque, ses institutions, ses pratiques sociales, sa conception du monde, ont transformé la première forme de la monnaie telle qu'elle était apparue dans le royaume de Lydie au début du VIe siècle. C'est un des thèmes récurrents de l'œuvre de Jacqueline de Romilly que la cité a façonné un type d'homme particulier, que le politesse présentait des caractéristiques spécifiques, non seulement par son obéissance au nomos, à la loi, mais dans tout son comportement social. Depuis la Renaissance, les collections des monnaies, à partir desquelles s'est développée la numismatique, distinguent entre la monnaie romaine et la monnaie grecque, sous-entendu la monnaie des cités. Et la monnaie grecque est réputée avoir été la première à être créée, même si Hérodote attribuait aux Lydiens d'avoir été les premiers à frapper monnaie d'or et d'argent et à en avoir fait usage. Ce n'est pas la question de l'antériorité des Lydiens qui me retiendra, mais la manière dont la cité a reçu la monnaie, comment elle l'a transformée, tandis que d'autres systèmes politiques accueillaient eux aussi, au même moment, la monnaie en lui donnant des expressions différentes. Nous aurons à analyser les réactions des Thraces du nord de l'Égée, des rois de Macédoine, de l'Empire achéménide. L'expression utilisée par Hérodote, que vous avez ici sur l'image, doit être analysée avec précision. Les Lydiens, nomisma chrysou kai arguru, copsa menoi et cresanto. L'historien distingue donc deux opérations dans la production de la monnaie. Il mentionne ailleurs la collecte du métal, l'électrum, appelé or blanc par les Grecs, qui constituait la plus remarquable des merveilles de la Lydie. On la recueillait en paillettes dans les torrents descendants du Tmolos, parmi lesquels le célèbre Pactole, et cet or revenait aux rois et aux principaux dignitaires du royaume. Le début de la transformation en monnaie implique que le flanc soit marqué d'un sceau, séma. Le vocabulaire monétaire utilise très souvent des termes caractéristiques de l'usage du sceau. Le sceau est connu depuis très longtemps, et c'est la marque de l'autorité qui se manifestait ainsi sur des matériaux mous à l'origine, comme l'argile, le plâtre, etc. Les progrès considérables faits par la métallurgie du bronze au 7e siècle permettent de produire des sceaux dans des métaux suffisamment durs pour pouvoir frapper, coptein, des pastilles d'or ou d'argent, les flancs, qui, une fois scellés, constitueront la monnaie. Si le sceau est indispensable, c'est qu'il porte une indication nouvelle, la valeur garantie par l'autorité qui va permettre d'en faire usage, krestai, vous retrouvez le verbe de Hérodote. Les premières monnaies présentes sur le côté du flanc exposé à la frappe, le côté qui correspond à la pile en français, au revers pour les numismates, ces premières monnaies présentent trois sortes d'images. Soit un rectangle entre deux carrés,
soit deux carrés qui sont frappés indépendamment l'un de l'autre, soit un seul carré. Les premiers, ceux qui ont un rectangle entre deux carrés, pèsent aux alentours de 14,20 grammes, les seconds le tiers et les derniers correspondent à des fractions. Dès les premières attestations littéraires, ces pièces sont désignées par leur valeur monétaire, non pas leur poids, mais leur valeur, statère, tritère, etc., sans tenir compte des menues variations de poids et des différences plus grandes d'alliage qui les caractérisent. Ce qui marquera l'apparition de la monnaie et qui la définira durant toute l'Antiquité, c'est qu'elle est comptée et non plus pesée, à la différence des fragments d'argent et d'or qui sont attestés ailleurs comme instruments prémonétaires. Le roi donne et reçoit ces lingots scellés pour leur valeur, et il impose sans doute déjà à ses sujets d'en faire autant, ce qui fait de ces objets des crémata, des objets de valeur que l'on utilise notamment pour payer le tribut. Le mot nomisma est utilisé par Hérodote, mais on a parfois objecté que cet emploi serait un anachronisme à cette date. Les premières attestations que nous avons de l'emploi de la monnaie nous montrent qu'elles servent à faire des offrandes à des sanctuaires, des versements à des chefs de guerre, mais qu'elle sert aussi à collecter le tribut. Quelle signification a l'image qui figure sur l'autre face, donc sur l'enclume, akmon en grec, face en français? Cette image n'est pas indispensable, comme le montrent de très rares pièces qui n'en portent aucune. On s'accorde à voir dans ces types, j'emploie une expression très large, un signe de l'autorité émettrice, et à reconnaître notamment dans des tritets à la tête de lion des monnaies des rois de Lydie, notamment à cause des inscriptions en lydien qui sont présentes sur certaines pièces. Mais ces inscriptions sont rares et elles ne transcrivent jamais, contrairement à ce que l'on a pensé, le nom d'un roi de Sardes. Les autres monnaies de ce système lydien se répartissent en environ 40 types différents. C'est beaucoup trop pour que chacun puisse renvoyer à une cité différente ou à un royaume. Certains détails stylistiques ont amené à penser que plusieurs types différents ont été gravés par un même graveur et émaneraient d'une même cité, par exemple Milet, et par exemple cette monnaie au lion, et celles-ci ont été attribuées l'une et l'autre à Milet. Si l'hypothèse se vérifiait, ce serait la preuve que le type ne renvoie pas à la cité et ne permet pas de l'identifier. Cette conclusion est renforcée par l'existence d'une émission qui, pour la première fois, porte une inscription en grec, Phanos emi sema. Je suis le sceau de Phanès. Le propriétaire de ce sceau n'est pas une cité, mais une autorité, soit politique, soit privée. On a parlé de banquier, la profession n'existait sûrement pas à cette époque-là et le mot ne convient pas, mais on songera volontiers à l'autorité qui collectait le métal et le fournissait à l'atelier, sans pouvoir préciser davantage. Avant même la conquête de Sardes par Cyrus, le premier système monétaire a déjà été modifié par Crésus, qui abandonne l'électrum pour l'or et l'argent. Après l'incorporation de l'Asie mineure occidentale dans l'empire achéménide, le grand roi continue à frapper des chréséides pour prélever le tribut. C'est vers la même période que la monnaie est adoptée par des cités grecques d'Europe. Ce transfert s'accompagne de mutations profondes. Il y a quelques cités qui, comme
dans les monnaies en électrum, ont frappé des monnaies à type changeant. Et je vous en montre deux exemples ici. Les monnaies de Marseille, les premières monnaies d'Athènes, dites Wapenmünzen à gauche, et les monnaies de Marseille à droite, dites monnaies d'Oriol. Le fait que l'on utilise ces deux appellations, Wapenmünzen ou monnaie d'Oriol, traduisent les incertitudes des numismates qui ont cherché à identifier derrière chaque type une cité différente, avant d'y renoncer devant l'impossibilité de la tâche, et de relier les types non plus à la cité, mais à des autorités monétaires. Le grand changement est introduit par les tortues d'Égine. Ces 10 drachmes d'environ 12 grammes 20 ne portent aucune légende donnant le nom de la cité jusqu'aux toutes dernières émissions de milieu du IVe siècle, où vous lisez ici Égi. Mais les premières ne portent aucune légende. Cependant, la célébrité de ce monnayage, sa mention dans plusieurs textes et dans les inscriptions, ne laisse aucun doute. Nous avons affaire désormais à l'animal que je recherchais depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la monnaie de la cité. Celle-ci ne se distingue pas simplement par le type du droit, mais aussi par celui du revers, qui utilise un motif géométrique incu, même à un moment où cette forme archaïque sera partout ailleurs passée de mode. Et ce dessin géométrique, à partir d'environ 500, prend une forme précise que nous appelons le carré éginétique, et nos amis britanniques l'Union Jack. Et cela s'affirme comme la marque de la cité. Pourquoi une tortue au droit ? Les premiers monnayages grecs mettent volontiers à cette place un animal, un objet, un compagnon secondaire d'un dieu. La relation avec un des grands dieux de la cité est parfois évidente, comme la lyre sur les monnaies de Délos, parfois plus énigmatique. C'est le cas à Égine. La cité y était très attachée, puisque quand elle décida, pour des raisons politiques qui n'ont aucun rapport avec notre sujet ici, d'en changer la présentation, elle passa de la tortue de mer à la tortue de terre, qui porte le même nom en grec comme en français, mais pas en anglais. Tout désormais s'efface derrière l'évocation de la cité. Deux indications que donnaient les émissions lydiennes ont disparu. Nous ne savons pas quelle était l'autorité chargée de la frappe, et les distinctions de valeur ont disparu. Il est vrai que le système monétaire et génétique est simple, il y a essentiellement le didrachme, la drachme et le triobole, et par conséquent, il n'y avait pas de risque de confusion. Plus profondément, le choix du caractère, de l'empreinte de la cité, marque l'entrée de la monnaie dans un monde nouveau. Celle-ci est poussée par deux facteurs. D'une part, la découverte et l'exploitation de grands gisements argentifères, Sifnos, Pangée, le Laurion, et d'autre part, par les commodités offertes par la monnaie dans le développement des activités maritimes. L'adoption de la monnaie a exigé d'importantes adaptations des institutions, sur lesquelles je reviendrai. Si la monnaie ne s'appelait pas encore nomisma, ce que nous ne savons pas, c'est à mon avis à partir de ce moment-là qu'elle prend ce beau nom d'objet légal. C'est très vraisemblablement la découverte de l'argent du Laurion qui, vers 520, amène Athènes à créer une nouvelle monnaie, la chouette. C'est son nom dans les textes, dans les inscriptions. Celle-ci constitue une étape décisive dans le développement de l'emploi de l'image de la cité sur la monnaie. Comme la tortue à Égine, l'animal continue à donner son nom à la monnaie, mais désormais le droit est occupé par l'effigie de la patronne des Athéniens, qui est effectivement l'image la plus parlante de la cité. Au revers, suivant l'exemple que Corinthe venait de donner sur ses poulains,
apparaissent 3 lettres, cette monnaie-ci est nettement plus récente, 3 lettres qui est le début de l'ethnique, mais vous voyez que ces lettres ne sont pas toujours lisibles, elles ne sont pas indispensables, et sur les plus belles monnaies, elles sont plutôt disposées de manière à dessiner une belle affiche qu'à donner une information qui est inutile. Cette composition, au droit l'effigie du dieu Polyade, notion complexe que je ne chercherai pas à analyser ici, et au revers son attribut, ou un dieu associé, devient le schéma normal de la monnaie d'une cité qui s'impose partout à partir du IVe siècle. Elle répond au besoin d'affirmer l'identité de la cité, mais aussi à ce que j'appellerais une affectivité sociale et qui exprime les sentiments des citoyens sur la prospérité et ses rapports avec les dieux. Je m'explique. Chacun est convaincu que la prospérité de la cité, et notamment ses revenus financiers, sont alimentés par la protection du dieu sur la cité, qui consacre en retour une part considérable de ses revenus à honorer au mieux les dieux, et en particulier à décorer les sanctuaires le plus richement possible. Très concrètement, la divinité qui figure au droit de la monnaie est bien souvent aussi celle qui abrite dans son temple les réserves financières de la cité. Le cas du Parthénon est très loin d'être isolé. Le type monétaire s'inspire d'une œuvre locale, pour ne pas dire qu'elle la reproduit. On constate donc un va-et-vient remarquable entre la cité et sa monnaie. La décision de frapper monnaie n'a pas simplement conduit la cité à mieux définir son image, son caractère, en le composant à partir de ses cultes. La cité traditionnelle était beaucoup moins bien armée au départ que le palais royal, où œuvraient de nombreux officiers et serviteurs du roi pour faire usage de ce nouvel instrument. Il a donc fallu que la cité modifiât profondément une partie de son fonctionnement, de ses institutions. À en juger par l'exemple d'Athènes, que nous connaissons le moins mal, la cité se procurait l'argent soit par l'adjudication des mines, quand elle en avait sur son territoire, soit par les taxes prélevées sur le mouvement des marchandises, soit par le butin. Cet argent devait être gardé quelque part, à l'abri des voleurs. Le sanctuaire le plus important s'est, semble-t-il, imposé d'emblée pour remplir cette fonction, parce que c'était le seul bâtiment public protégé, et qu'il conservait dès ses origines les offrandes précieuses faites aux dieux, dont le prêtre ou l'administrateur devait prendre soin et tenir le catalogue en étant responsable des disparitions éventuelles. Même si les sommes d'argent restaient la propriété de la cité, les règles en usage pour ces offrandes pouvaient s'appliquer avec un minimum d'adaptation. Le lieu où ces réserves sont disposées a pu inciter la cité à présenter l'image du dieu sur ses monnaies. Il a fallu également modifier les règles des prélèvements douaniers et fiscaux, passer de versements en nature à des versements dans la monnaie de la cité, ce dont des inscriptions de Delphes, par exemple, il y en a d'autres, fournissent de bons exemples. La gestion de l'argent public a exigé l'adoption de règles de comptabilité et de contrôle, ce qui n'est pas allé sans conflit politique dont Athènes est le cadre, notamment vers le milieu du Ve siècle. Le sujet est immense et je ne le traiterai pas ici. Je voudrais simplement montrer comment ce besoin de contrôle public, propre à des institutions régulières, s'est traduit sur les monnaies par l'apparition de ce que les numismates, reprenant un terme utilisé au Moyen-Âge, appellent des différends. Ce sont des types secondaires, sans rapport avec la monnaie, comme par exemple le trophée ou la couronne sur ces monnaies de Chalkis. Ce peuvent être des lettres, comme sur ces monnaies de Béotie, et le système va se développant dans l'Athènes du second siècle, avec un système très complexe de monogrammes qui nous donne toutes sortes d'informations.
Ces systèmes de contrôle varient selon les cités et même selon les séries monétaires. Ils sont un témoin de ce que la monnaie appartient aux institutions de la cité comme les autres magistrats. On constate que le système devient de plus en plus complexe avec le temps. Que la police ait, avec le temps, modelé ces types monétaires sur ces institutions, c'est ce que montre l'examen des monnaies frappées dans le nord de l'Égée. Je vous présente ici une carte sommaire de cette région du mont Pangée, mais il y a des mines à l'ouest, il y a des mines au nord, il y a des mines dans la Lécanais, et vous avez ici le site de Philippe qui est au bord de gisements importants. Ces monnaies commencent à être frappées à partir de la conquête de la région par les armées de Darius en 513. Et elles continuent à être frappées jusqu'à l'affirmation de la primauté athénienne dans les années 475-465 qui remodèlent complètement la région. Le pays est partagé entre des peuples thraces qui sont très majoritaires et qui, nous dit Hérodote, constitueraient la force la plus puissante de la terre s'ils n'étaient pas divisés, et des cités grecques qui se succèdent sur le littoral et dans les îles, la principale étant Thasos. Les montagnes renferment des gisements précieux d'une richesse légendaire, et dès 513, les Perses lèvent tribut sur leur nouveau sujet, et c'est l'origine de la monnaie. Manifestement, Thrace et... Manifestement, Thrace et Grecs collaborent pour la mise en œuvre de cette technique nouvelle, comme l'établissent les très nombreuses ressemblances des monnaies des uns et des autres. Prenons par exemple ce qu'on peut appeler le type de l'enlèvement ou de la danse de la Ménade avec un silène ou avec un centaure. Ces pièces pèsent toutes le même poids. Elles ont le même revers, elles utilisent, les analyses l'ont prouvé, le même minerai. Les scènes d'enlèvement présentent le ravisseur exactement de la même manière et la Ménade est la même partout. Elle a, croyez-moi, la même robe, elle présente, c'est facile à repérer, la main de la même manière en Y entre sa tête et celle du ravisseur. Certains stataires portent un ethnique gravé au bord du droit de manière peu lisible. Je ne sais pas si vous arrivez à lire Oresquione ici, mais ça n'est pas très clair. Cette légende est toujours en grec et c'est sur une de ces pièces que nous avons la première attestation, une génération avant l'œuvre d'Hérodote, de l'emploi du mot nomisma. Paradoxalement, cette première attestation du mot nomisma se trouve sur une monnaie thrace. C'est aussi sur ces monnaies que nous trouvons la première gravure du titre, sur une monnaie thrace également, du titre de Basileus. Vous avez ici un geta, Basileus Edonéon, c'est la première attestation du mot. Ces ethniques sont bien remarquables, certains ne sont pas connus par ailleurs, d'autres sont le nom de peuple thrace. Aucun ne correspond à une cité grecque. C'est-à-dire que dans cette région, les légendes en grec se trouvent sur les monnaies thraces et non pas sur les monnaies grecques. Mais il y a plus étonnant pour quelqu'un qui vient du monde de la police. Deux monnaies exactement au même type peuvent renvoyer à des peuples différents. Autrement dit, chez les Thraces, l'image ne permet pas d'identifier le peuple au nom de qui la monnaie a été émise. Le type monétaire a donc une autre fonction, peut-être, pour risquer une hypothèse, comme à l'origine, celle de signaler l'origine du métal. Au contraire, l'étude des liaisons de coins de la série et l'enlèvement par le silène, ainsi que de nombreux arguments, permettent d'attribuer à Thasos
notamment parce que le type continuera à être frappé pendant tout le Ve siècle, un groupe homogène. Tout indique que, comme Thasos, les cités de la région, à la différence des peuples thraces, ont les mêmes pratiques que les cités grecques de la péninsule. Ainsi, Thraces et Grecs du nord de l'Égée frappent le même instrument financier, dont les exemplaires se retrouvent pêle-mêle dans les trésors enfouis dans tout l'empire achéménide. Ils étaient certainement reçus à la même valeur par les Perses ou par les chefs des différents contingents militaires qui occupaient la région. Mais les institutions qui ont produit ces monnaies sont différentes. Il n'est pas sans importance, comme je vous le disais tout à l'heure, que la première attestation du mot basileus se retrouve sur une monnaie thrace. Parmi les types utilisés par... excusez-moi, le titre de Gétas, Basileus et Donéone est sur cette monnaie au bouvier. Parmi les types utilisés par plusieurs ethnées figure celui du cavalier démonté, armé de 2 javelots et tenant son cheval par la bride. Certains de ces tétradrachmes sont anonymes et ils doivent le rester. D'autres portent le nom des bisaltes. Vous avez bisalticon au droit de ce tétradrachme. D'autres, enfin, de superbes tétradrachmes et décadrachmes portent le nom de Alexandro, où il faut sans aucun doute reconnaître Alexandre le Philhellène, que nous appelons Alexandre Ier de Macédoine. C'est lui qu'Hérodote présente à ses lecteurs en disant qu'il tirait un revenu d'1 talent par jour à partir d'une mine située dans la région. Ni la région ni cette mine n'appartenaient à Alexandre avant la défaite de Xerxès et le retrait des Perses, qui a permis aux Macédoniens de mettre la main sur la Bisaltie, donc sur le pays des Bisaltes, et sur ses richesses minières. Nous remarquerons seulement que pour ces pièces lourdes, le roi n'a pas cherché à utiliser une image caractéristique des Macédoniens, dont le nom n'est pas mentionné, ni un type qui lui fut propre, mais qu'il a repris, un type bisalticone, en remplaçant simplement l'ethnique de ceux-ci par son nom, à l'instar de Geta. Alexandre s'inspire donc des traditions monétaires des Thraces. Il semble, mais il convient d'être prudent, qu'il lui est paru plus important, comme le fait Hérodote d'ailleurs, qu'il était le maître du métal de cette mine, plutôt que de mettre en exergue son titre, son rang politique. Ce faisant, Alexandre crée à son tour une tradition. Le roi perdra par la suite le contrôle de cette mine. C'est avec Archélaos, à la fin de la guerre du Péloponnèse, que les rois recommencent à frapper des tétradrachmes en Macédoine. Ce sont des pièces à leur nom, mais jamais avec leur portrait. Les types changent avec chaque roi. On constate simplement quelques variations autour du thème du cavalier qui est traditionnel dans la région. Quand Antigonos Gonatas réussit à se rétablir sur le trône de Macédoine, il fait choix de types originaux, ce qui montre bien que dans la tradition macédonienne, le monnayage est l'affaire du roi. Le nom des Macédoniens n'apparaîtra qu'après la suppression de la royauté effectuée par Rome. Autre monde où les cités sont en relation avec des formes politiques étrangères à la police. L'Empire achéménide avait découvert la monnaie en même temps qu'il faisait la conquête de l'Asie mineure, et il l'avait utilisée pour percevoir le tribut. Mais alors ces images représentent un homme armé avec une tiare crénelée, où l'on s'accorde à y reconnaître non pas un portrait, mais une évocation du grand roi. Cependant, l'image ne comporte pas de traits personnels ni d'inscription.
Daniel Schumberger avait bien montré que ces monnaies sont en réalité une monnaie de l'Asie mineure, frappée à Sardes, qui n'avait de circulation monétaire que locale. Même ainsi, on est tout de même frappé par la faiblesse de ce monnayage. Et en contrepartie, on peut citer toute une série de documents qui mettent en scène des satrapes frappant monnaie dans des cités grecques qui fournissent le métal, mais où ils ne se signalent pas. Je ne prendrai le temps pressant qu'un seul exemple, celui des stataires de Cyzique, qui s'étend sur quelques 2 siècles. Ces pièces perpétuent la tradition antienne des monnayages dont le type change avec chaque émission en introduisant simplement une référence à la cité par le ton qui est rattaché au type principal de façon très lâche. On doutera en particulier qu'un taureau ait jamais pu chevaucher un ton de cette manière-là, ni que le Scythe se soit assis sur ce siège pour bander son arc. Les Cyzicènes, pour employer le nom ancien, ont été frappés en quantité considérable. Ils servent de monnaie régionale, non seulement dans le nord-ouest de l'Asie mineure, mais en mer Noire et dans le sud-est de la Thrace. Or, Cyzique est certes une cité importante, mais ce monnayage est beaucoup trop volumineux pour correspondre simplement à la puissance financière de la cité. Pour frapper ces monnaies, il fallait de l'or, de l'électrum. Ce métal est très rare en Égée. On en trouve en revanche en Troade et dans le nord-ouest de l'Asie mineure, dans des régions qui apparemment échappaient aux Grecs. L'explication de notre énigme se trouve probablement dans la proximité géographique entre la cité de Cyzique et la satrapie de Daskyleion, le siège du satrape qui devait fournir probablement le métal. Les termes de l'accord nous restent inconnus. L'interprétation de ces monnayages a longtemps été faussée par l'habitude qu'ont les numismates d'interpréter automatiquement toute monnaie grecque dans le cadre institutionnel de la cité et de voir dans les types monétaires l'expression d'un État autonome. Mais le grand roi et les satrapes n'ont pas vu la monnaie de cette manière, ce qui ne les a pas empêchés de l'utiliser comme moyen de paiement. La monnaie n'a pas été créée par la cité, comme nous l'avons vu, mais la cité s'est bien vite emparée de cet instrument d'échange qui lui convenait très bien, au point de le considérer comme un produit qui correspondait à ses normes, le nomos, produisant le nomisma. Ce faisant, la cité a marqué la monnaie de son empreinte, au point que nous, historiens modernes, avons du mal à l'analyser en dehors du cadre de la cité. Cependant, l'examen de plusieurs monnayages hors normes montre qu'il existait des monnaies hors cité. Allons plus loin. Si le nomos, comme le prédisait Desmarats à Xerxès, n'avait pas conduit les cités grecques à la victoire, la monnaie n'aurait sans doute pas disparu, mais elle se présenterait sous une forme certainement différente. L'empreinte de la cité, l'empreinte d'un grand professeur, mérite assurément d'être étudiée.